Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV. Je suis avec Damien Canivez aujourd'hui. Bonjour Damien. Il est où? Ah bah oui, c'est moi. Bonjour Sarah, ça va? Bonjour, notre invité du jour est l'artiste français le plus vendu dans le monde et il ne s'en contente pas de ce titre puisqu'il veut initier les jeunes au monde de l'art. C'est tout un programme. On va en parler tout de suite dans le Buzz TV. Richard Orlinski, bonjour, bienvenue. Bonjour Richard. C'est une première pour vous ici sur le plateau, hein. Et première fois aussi dans le titre du documentaire que vous nous présentez aujourd'hui. Première fois au musée, ce sera à découvrir le 27 mars 2024 et bien sûr TV5 Monde à 23h précisément. Vous embarquez 5 jeunes qui sont âgés entre 17 et 25 ans découvrir la piscine qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le musée de Roubaix. Alors déjà, qu'a-t-il de particulier ce musée? On peut s'y baigner déjà, c'est bien. Oui, c'est comme son nom l'indique, il y a une piscine. Il y a quelques temps, c'était une piscine. Non, c'était carrément c'est la piscine. C'était la piscine avec les vestiaires. Ils ont récupéré tout ce qui était à l'époque. Ils l'ont remis un petit peu, peut-être pas dans son jus, mais quand tu arrives, tu as quand même le bassin. Alors évidemment, il n'est pas profond, mais il fait ça. Mais il y a vraiment le bassin qui est resté sans la profondeur, et puis tout a été aménagé autour. Mais on peut encore s'y baigner aujourd'hui. Non, on regarde pas les statues en style de bain. Toi, t'es un peu naïf. Moi, je vous crois. Je suis très premier degré. Ouais, c'est peut-être tes origines, peut-être. Exactement. Du coup, on peut pas s'y baigner, mais donc du coup, c'est un lieu qui est complètement atypique. Ouais, art déco, c'est très joli. Art déco, c'est sublime. T'as une espèce de grande verrière. Enfin, franchement, l'endroit, il est juste magique, quoi. Et pour ceux qui sont pas aficionados des musées un peu austères, c'est vraiment un truc très moderne, très vivant. C'est à voir, voilà. Ouais. Et justement, comment les jeunes que vous embarquez dans ce musée vont-ils réagir? Parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un musée, hein. C'est un peu leur spécificité. Exactement. Je vais pas vous le dire, quand même. Ah bah si, Non, mais c'est le suspense. Enfin, le deal et en tout cas l'idée du programme, c'était de prendre des jeunes justement qui étaient hermétiques, qui étaient vraiment, mais pas hermétiques. Hermétique, ça veut dire c'était vraiment pour employer une expression de jeune, c'est balèque, quoi. Il y a pas de cas. Et d'ailleurs, quand on les interviewe au début, ils disent non mais Richard, il ne me fera jamais changer d'avis. Moi l'art, je m'en fous, ça me gonfle, ça n'a pas d'intérêt, etc. Et donc le projet est intéressant parce que tu les vois tout au cours de l'émission complètement métamorphoser. Il y a des scènes juste incroyables. On a une jeune fille que je mets face à la petite châtelaine de Camille Claudel. Je leur demande de rester ce qu'ils veulent, 5-10 minutes, et d'observer. Et elle est au bord des larmes. Ouais. Et donc il y a des émotions, il se passe des choses. Mais même moi, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas de telle réaction. Et le truc, c'est vraiment magique parce que, en réalité, moi, je vais pas te mentir, une émission sur l'art, c'est juste boring, c'est chiant. Oui, c'est ça. C'est sur chiant le papier, ça fait pas rêver, c'est pas très sexy. Non, mais c'est pas que sur le papier. Moi, je n'ai jamais vu, c'est pourtant un peu mon activité, je n'ai jamais vu un programme sur l'art que j'ai pas trouvé chiant, sauf si ça dure 30 secondes. Donc, non, mais c'est vrai, quand tu vois un buzz parce qu'ils détruisent un truc, enfin voilà, mais sinon, je trouve ça chiant. Et là, et c'est encore une fois pas parce que c'est moi, pas parce que j'incarne le programme, mais vraiment, quand tu regardes, tu dis... Ah ben, c'est un espèce de reality show. Tu vois le truc évoluer, des suspens, va-t-il y arriver, ne va-t-il pas y arriver. Alors, l'idée aussi, c'est que moi, je suis pas là pour leur apprendre quoi que ce soit. Je suis pas un juge. Je suis juste avec eux. Je découvre avec eux. On a une conservatrice du musée qui est avec nous, qui nous explique les petites choses qu'il faut savoir. Mais nous, on découvre tous ensemble. Et j'ai réussi. Baïdo à me les mettre un peu dans la poche parce que j'ai un peu les codes aussi des jeunes ayant des enfants, travaillant avec une équipe de leur âge. Donc tous ces trucs-là, je les maîtrise tous les jours. Et donc du coup, ils ont aussi été... pas apprivoisés, mais ils ont été en confiance et donc ils sont lâchés, quoi. Ils ont été étonnés. Et donc à la fin, c'était mes potes et on était vraiment au même niveau, quoi. Et c'est ça je pense qui a permis qu'ils se sont lâchés. Et très important aussi, parce que j'ai quand même vu beaucoup d'autres programmes, pas forcément sur ce sujet, mais c'est pas cheaté du tout. C'est pas truqué, c'est vraiment toutes les émotions, elles sont vraies. Alors oui, évidemment, parfois tu fais des retakes, mais des retakes parce que on n'a pas, voilà. Mais en tout cas, toutes les émotions sont vraies. Il y a rien qui est cheaté et tout est vraiment sincère. Et je pense que le spectateur pourra avoir
je pense que la sincérité, ça paye. Si c'est pas sincère, tu le vois. Et là, vraiment, tu le sens. Et je pense que c'est ça aussi qui marche. Et ça se voit, on confirme, puisqu'on l'a vu ici au Buzz TV. Ah, vous l'avez même vu? Oui, on l'a regardé. On a bossé avant de vous recevoir. C'est ce que vous dites. On verra, je vais poser des questions et on verra si c'est vrai. Ok, on inverse les rôles tout à l'heure. C'est normal, c'est un peu aussi mon métier, du coup. C'est un peu ce que je fais, quand même. Ah bon? Bah oui, c'est vrai. Vous savez que j'ai une autre émission sur les murs sur TV5 Monde, où j'ai fait 60 épisodes déjà, 3 saisons. 3 saisons, on va aussi en discuter, Richard. Juste après, il y a les news médias avant. Donc, oui, s'il vous plaît, c'est le moment où j'entre en scène. Voilà, donc ce sera les news médias d'abord. C'est mon moment, là. De Damien Canives. Damien, on commence avec l'élection de Miss Monde qui avait lieu ce week-end. Oui, le concours de beauté internationale s'est tenu ce samedi 9 mars à Bombay en Inde. Au total, 112 candidates se sont succédont sur la scène du Geo World Convention Center. Désolé pour l'accent. Oula. Je tente. Vous êtes entraîné là pour le dire. Toute la nuit. Elles ont essayé de décrocher le titre tant convoité de Miss Monde. Alors c'est Clémence Bottineau qui portait autrefois l'écharpe de Miss France 2020 qui est apparue dans une sublime tenue rouge et or. C'était en hommage à Marie-Antoinette. Elle était venue en parler d'ailleurs sur ce plateau. Mais cela n'a pas suffi, hélas, même si elle a pu accéder au top 40 de la compétition. Elle a échoué aux portes du top 12. C'est Kristina Piskova, la représentante de la République tchèque, qui a remporté la couronne. Alors Clémence Bottineau, à la suite de cette défaite, a annoncé sur son compte Instagram qu'elle n'était pas du tout déçue et qu'elle prenait sa retraite. Alors sa retraite de reine de beauté, on l'entend. Oui, parce qu'elle est jeune. Oui, elle est assez jeune. Bon. Voilà, évidemment. Vous regardez, Richard, les concours de beauté ou vous trouvez ça sexiste comme certains? Ah non, moi je trouve rien sexiste. Je trouve non, je regarde. En fait, j'ai participé moi à Miss France. Oui, à Miss France. Oui. J'ai fait un super beau tableau qui a marqué les esprits. Vous avez avec raison. deux immenses chevaux de part et d'autre. C'était magnifique, et qui étaient, et donc, pour le centenaire de Miss France. Exactement. Ah, quelle mémoire. Mais vous nous avez marqué. Avec Jean-Pierre Foucault et tout ça, etc. Et j'étais très. Et ça m'a bien plu, en fait, parce que je ne regardais pas, pour être tout à fait honnête. Et j'ai trouvé ça c'était assez majestueux. Voilà. Ouais, après, bon, voilà, la seule mémoire de Miss France, c'est les gens qui sont toujours en désaccord avec le jury, qui disent pourquoi ils ont choisi celle-là et pas celle-là. Enfin, ça se raconte dans le. Après, c'est subjectif. Hein, la beauté. Oui, la beauté, c'est subjectif. Voilà, absolument. On poursuit, Damien, ces infos avec Laurent Ruquier qui intègre une nouvelle émission de télévision. Ah oui, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises. Avec Laurent Ruquier, à la rentrée dernière, il a surpris tout le monde en s'installant sur BFM TV, pour y présenter une tranche d'information. Finalement, cette expérience s'est soldée par un échec et l'animateur a récemment quitté la chaîne. Et ces derniers temps, nous avons appris d'ailleurs qu'il allait rebondir sur TF1 dans le costume d'enquêteur de Mask Singer. Vous savez, cette émission où les personnalités se dissimulent sous un costume imposant pour garder le secret le plus longtemps possible. Et maintenant, selon nos confrères du Parisien, on apprend que Laurent Ruquier fera partie du casting de la 3e saison des Traîtres sur M6. Alors, il participera à ce jeu avec son compagnon, Hugo Manos. Et les Traîtres, on rappelle, c'est une émission dans laquelle une dizaine de candidats cohabitent en gros dans un manoir. Et l'idée, c'est de démasquer les personnes qui sont considérées comme des traîtres. En gros, c'est un peu la version télé du loup-garou. Avec Éric Antoine. Avec Éric Antoine, qui est animé par Éric Antoine. Vous connaissez bien, j'ai l'impression. Ah, mais moi, je connais tout. Et vous aimeriez participer aux Traîtres ou à Mask Singer? Ouais, c'est marrant. Enfin, Mask Singer, bon, t'es toujours derrière un masque, donc c'est un peu J'ai des potes qui l'ont fait, il fait un peu chaud dans les masques. Il paraît qu'il fait très chaud. Ouais. Et moi, j'ai des potes qui l'ont fait à 2 en plus, donc qui l'ont fait. Les influenceurs, c'est ça, là, qui ont participé. Exactement. Les Capone, c'est ça. Nico et sa femme. Et c'est vrai. Je crois que c'était les Bogdanov parce qu'ils étaient 2 aussi. Ah oui, exactement. Ouais. Mais généralement, c'est vrai que c'est assez éreintant pour les participants. Oui, mais là, ils ont fait un espèce de cheval, là, donc c'était très. C'était bien fait d'ailleurs. C'était bien fait, exactement. Mais c'était bon, voilà quoi. Et on vous l'a jamais proposé? Mask Singer? Ah non. Ah ouais. Non. Bon, c'est une idée que je lance comme ça pour les producteurs. Vous avez d'autres trucs à me proposer ou... Danser avec les stars. Danser avec les stars, oui. Ça, on vous l'a proposé, je suis sûre. Non. Vous aimeriez bien ça, danser avec les stars? Moi, j'aime tout. Ah ouais? Non, je sais pas. Après, ça prend beaucoup de temps. C'est très chronophage. J'ai une activité qui est. C'est vrai. C'est vrai que ça prend énormément de temps. Moi, je vois parce que justement, Nico, qui le fait en ce moment, il est tout le temps, les répétitions, ils sont fatigués. C'est très. C'est très sérieux, c'est pas une blague. Ah oui, absolument. Et puis on perd beaucoup de poids d'ailleurs aussi. Lui, il a perdu beaucoup. Enfin bref, il était déjà une grosse corpulence, je sais pas comment on dit, mais. Oui, absolument. Il a fondu. Mais bon, voilà, il est très content de le faire et ça marche très bien. Il y a un bon accueil, donc c'est bien.
Damien, on termine ces infos avec le chiffre du jour. Vous avez choisi 3,7. Bien justement, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont assisté à l'élimination de Caroline Margeridon dans le dernier numéro de Danse avec les stars sur TF1. Ça représente 19,9% de part d'audience, qui permet quand même à TF1 d'être première au tableau des audiences. Oui, ça marche plutôt pas mal cette année. On passe tout de suite à l'interview du Buzz TV avec Richard Orlinski. Richard Orlinski, vous êtes dans Première fois au musée qui sera à découvrir le 27 mars sur TV5 Monde à 23h. Vous emmenez des jeunes découvrir la piscine, on le voit à l'image, qui est le musée de Roubaix. Alors le but c'est quoi? C'est de pousser les jeunes à franchir les portes d'un musée? Alors le but c'est déjà de leur faire changer d'avis. Parce que même comme moi, moi j'ai été dans ce même cas de figure, et c'est très compliqué d'abord, et pas que pour les jeunes. Là on le fait pour les jeunes parce que je trouve qu'il y a une espèce de transmission, une forme d'éducation par l'art et une intégration aussi par l'art. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait même être limite presque obligatoire, mais à l'école. Ben oui, c'est étonnant d'ailleurs que ce soit la première fois pour certains qui mettent les pas pour la première fois dans un musée. Parce qu'à l'école on y est tous confrontés, non? Il n'y a pas un échec? Oui et non. Ah oui, on est confrontés, oui et non, parce que c'est comme vous dites, l'éducation physique, on est tous confrontés. Moi, je sais que mes enfants, ils n'ont jamais fait d'éducation physique parce que soit il n'y avait pas les trucs de sport, c'est pas les donc en fait, c'est des matières qui ont été complètement délaissées, qui ont été recalées. Moi, à mon époque, oui, le sport, on faisait du sport à l'école. Je vous dis, moi, ça dépend. Si le lycée n'a pas l'infrastructure, si tu es dans un collège privé, par exemple, même sous contrat avec l'État et qu'il n'y a pas l'infrastructure pour faire du sport, tu fais pas de sport. Donc je pense qu'il y a un réglage. On n'est pas aux États-Unis. Dans l'éducation. Oui, je pense. Parce qu'aux États-Unis, c'est une culture. C'est une culture. Le matin, tu vas à l'école, l'après-midi, tu fais du sport. Et je trouve ça génial. Je trouve que le modèle anglo-saxon est vraiment très intéressant. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment effectivement d'essayer de les amener dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et surtout, aussi, pas une manière de se désinhiber, mais une manière de... Moi, je le vois même les gens ont peur d'aller dans un musée. Parce qu'ils disent, moi je connais pas, je suis un profane. Déjà, il faut payer aussi, donc c'est compliqué. Donc déjà, il y a plusieurs barrières. C'est pour ça que dans mes galeries, d'ailleurs, les portes sont toujours ouvertes. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, quel que soit ton âge, c'est transnational, il faut pouvoir avoir accès à l'art. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que je me bats pour la démocratisation de l'art. Mais en tout cas, l'idée vraiment, c'était de leur montrer quelque chose et de me montrer à moi-même, parce que l'expérience, je l'ai vécue avec eux. Je suis comme eux. Moi, quand on m'a dit je vais faire la piscine de Roubaix, je connaissais pas non plus. Et moi aussi, je me disais, bon... Voilà, quoi. J'ai eu la même réaction. Donc moi, ce qui était vraiment cool et ce qui marche, c'est que je suis comme eux, je pense comme eux et je suis pareil. Donc je vais avec eux et je me laisse porter par les œuvres, par les choix et par leurs réactions. Et les réactions, elles sont juste géniales, quoi. Et vos 4 enfants, vous les emmenez au musée également? Quel rapport ont-ils avec l'art? Ah, quelle question. Non, les enfants, c'est dur de leur faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Je les ai emmenés. Ils ont vu beaucoup de choses parce qu'ils m'ont accompagné. On a des relations très privilégiées et très fusionnelles avec mes enfants. Et ils participent à toutes mes activités, qu'elles soient musicales, artistiques en tout cas dans le sens large. Et je les ai déjà amenés. C'est pas un truc qui les passionne. Voilà, on va pas se mentir. Mais ils ont cette ouverture, ils ont ça à la maison tous les jours. Oui, à la maison, j'imagine, ça doit être un musée chez vous, non? Oui, c'est un petit musée. Et puis ils ont cette ouverture d'esprit parce qu'ils ont été confrontés à l'art sous toutes ses formes. Encore une fois, c'est pas uniquement l'art en forme de sculpture, peinture. L'art, c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, il ressemble à quoi votre intérieur parisien? Il y a du Orlinski partout, il y a d'autres choses, du street art? Il y a d'autres choses, il y a du street, il y a un peu tout. Les gens, quand ils rentrent, ils me disent, t'es en déménagement, ils ont toujours l'impression que je suis en déménagement. C'est pas une insulte. C'est vrai que c'est pas très meublé, c'est que voilà, ça tourne beaucoup, il y a un vrai turnover. Moi, on est vraiment dans l'inspiration. C'est une galerie d'art, quoi, chez vous? Non, c'est pas une galerie d'art. Il y a un peu tout. On fait beaucoup de musique. J'ai 3 enfants qui sont dans la musique, donc il y a des pianos, il y a des guitares, il y a des écrans, il y a des trucs de composition, il y a des studios. Enfin, j'ai aussi des studios, mais bon, c'est très joyeux, très voilà, il y a une vraie vie en tout cas, et donc il y a beaucoup de passages et c'est un peu un lieu de vie un peu mouvementé. Je vous propose que l'on se projette un petit peu dans le futur. Richard, qu'est-ce que vous aimeriez que des conservateurs, que des experts disent de vos œuvres d'art dans l'avenir? Alors j'en ai strictement rien à foutre. Ah c'est vrai? Ah d'accord. Ça s'est dit comme ça. Honnête, hein. Tu sais, moi ce qui m'intéresse c'est l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Et vous vous en foutez du qu'en dira-t-on en fait? Aujourd'hui oui, au début je m'en foutais pas. Au début quand j'étais boycotté, clashé par ce petit milieu de l'art parisien. On vous snobait au début. Hein.
Non-stop encore. Je suis encore interdit ou blacklisté des grands outs de l'art contemporain. Ah bon ? Qui ça ? Tous les grands outs, que ce soit par exemple la FIAC ou des choses comme ça. Ah oui, ils vous boycottent ? Bien sûr, pas que moi. Là, je suis le porte-étendard de toute une série. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes l'artiste des stars ? Oui, l'artiste des stars, populaire. Je mets des sculptures sur des plateaux, je fais des émissions de télévision. Chez nous, là. Vous n'allez pas revenir à la FIAC, là, avec nous. Non, ça dérange énormément. L'accessibilité, de donner cet accès à tout le monde, c'est pas ça. Il faut suivre des codes, être coopté, avoir la carte. Et donc en fait, ces gens ne sont pas pour la démocratisation de l'art. Absolument. En fait. Non, ils sont pour c'est un peu c'est pas une dictature, mais ici ils veulent en tout cas infliger, en tout cas donner une direction qu'il faut suivre pour ceux qui en ont envie, etc. Et tout le monde ne doit pas avoir accès à l'art. C'est élitiste. Il y a un côté très élitiste. Il y a des bons et des mauvais artistes. Oui, je parlais encore il y a 2 jours, parce que je suis sur un autre projet, sur un livre, mais c'est vrai que quand tu regardes certains trucs, il y a quand même des trucs qui sont vraiment moches et que tu comprends rien. Et moi, le fait que ce soit facile, coloré, joyeux, vivant, machin, c'est du sous-art, parce que on y comprend. Les enfants qui ont 2 ans, ils sont contents. C'est accessible. Moi, j'ai des gosses, je les vois nourrir des crocodiles des fois, etc. Mais ça, c'est un blasphème. Donc, alors si tu vois une bonne femme allongée, morte, et avec je sais pas trop quoi, etc. Mais non, mais ça, c'est de l'art. Donc après, c'est subjectif. Mais moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qu'ils diront, ils diront ce qu'ils ont envie de dire, et ça sera très bien. Et je serai très content de ce qu'ils vont dire. Tout me va. Et pourtant, on devrait être fier, Richard Orlinski, parce que vous êtes l'artiste français même qui se vend le plus à l'étranger. Vos œuvres d'art s'arrachent, on les connaît, c'est le Wild Kong, la panthère, le crocodile notamment. Vous êtes exposé partout, Miami, New York, Londres, Paris évidemment, suivi par 8,5 millions de personnes sur Instagram. Comment ce succès est arrivé ? Ça a été quoi le déclic ? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de déclic. C'est le cumul de plein de choses. Moi, je crois beaucoup aux rencontres, au timing, à la vie. Moi, je crois beaucoup en la vie. Et c'est un hasard que je suis arrivé là, parce qu'en réalité, j'avais Alors, j'ai voulu faire ça quand j'étais plus jeune, puisque je voulais faire du théâtre, du cinéma, de la musique, tout ça, etc. Et puis j'ai vu que c'était compliqué, et puis j'ai pas d'argent. J'ai pas d'une famille qui pouvait entretenir et me payer mes études et moyens, etc. On s'est retrouvés, moi, avec ma sœur, sans avoir quoi bouffer. Vraiment, c'était vraiment très, très compliqué. Et en plus, avec des fréquentations de gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que j'habite dans un des beaux quartiers de Paris. C'était un hasard complet. Mon père avait réussi à faire un échange à l'époque. Il y avait des échanges qui se faisaient dans les appartements, et on a eu Vous étiez dans un monde qui financièrement ne vous correspondait pas. Pas du tout. Donc j'étais le vilain petit canard, quoi. Donc quelque part, et de toute façon, alors à l'école, ça se voit pas trop. T'es les potes qui te payent le McDo, machin, etc. Parce que moi, j'ai pas de quoi me payer un McDo, c'est clair. Donc après, quand tu grandis, la différence, elle se creuse, parce qu'il y a les études, ça coûte des sous, il faut les voitures, les machins. Donc j'ai compris très rapidement que j'avais pas le temps d'aller attendre que ça fonctionne. Donc j'ai suivi un cursus universitaire traditionnel, j'ai monté des boîtes, j'ai travaillé, et à un moment de ma vie, j'étais assez malheureux, parce que j'avais l'impression d'utiliser mes capacités à 5%. Et donc j'ai fait une espèce de burn-out, et je me suis dit, il faut que je revienne à l'essentiel, ce que j'ai vraiment envie de faire. Et lâche-toi, lance-toi. Alors j'ai eu des levées de boucliers partout, évidemment, et les seuls qui m'ont soutenu, c'est mes enfants. Et donc voilà. Et ça a Même vos parents à l'époque vous ont pas soutenu ? Non, mon père, c'est assez compliqué, il nous a quittés, j'avais des relations. Ma mère, oui, mais pas trop, voilà. Donc, mais en tout cas, en tout cas, c'est les enfants qui ont été très présents et qui m'ont beaucoup aidé, parce que tout le monde disait, mais t'as une belle vie, t'as une situation, t'as des belles voitures, des machins, etc. T'as la vie parfaite rêvée de monsieur et madame tout, mais moi, en fait, je m'ennuie, je suis pas bien. Et du coup, j'ai dit, je vais tout bazarder, je vais me lancer là-dedans. Le risque incroyable et tout. Et j'ai eu de la chance, parce qu'effectivement, peut-être avec le background, avec l'expérience que j'ai eu dans ces autres vies, d'y arriver petit à petit, mais ça a été quand même assez rapide. Et puis à chaque fois, c'est plein d'événements, plein de rencontres. Je crois beaucoup aux rencontres. C'est le réseau qui fait monter la cote, non ? Non, c'est pas le réseau. C'est Sharon Stone, Pharrell Williams, c'était vos premiers clients. Ils ont affiché. Sharon Stone, oui, c'est vrai. Sharon Stone a beaucoup. Ils ont affiché vos œuvres. Il y en a eu plein d'autres. Oui, Justin Bieber, Guetta. Enfin, mais ça, c'est des petits éléments catalyseurs, mais c'est pas le déclencheur. J'ai eu beaucoup de primo-accédants à l'art qui ont vraiment fait mon succès, parce que des gens qui pour eux l'art, c'était ce qu'on vient d'expliquer il y a 5 minutes. Et quand ils voyaient quelque chose de sympa, de joyeux, de coloré, de vivant, pour mettre dans l'intérieur, que t'as une pièce toute blanche, tu mets un truc orange, rouge, avec une émotion qui vit, etc. Et tous ces gens-là, je les ai fait basculer. Et ma vraie fierté, c'est que beaucoup de gens qui sont
vraiment issus de l'entrepreneuriat, de n'importe quoi, de n'importe quel monde, médecins, enfin voilà, les professions libérales. Et bien, ils étaient contents de pouvoir exposer. Et souvent, j'ai été la première œuvre d'art qu'ils ont achetée. Le couple David et Cathy Guetta, quand je ne les connaissais pas, ils ont acheté des œuvres d'art pour leur maison de Ibiza ou je ne sais, ou Los Angeles, peu importe. Et la première fois que j'ai été invité chez Cathy, je pensais à me trouver des œuvres de plein d'artistes. En fait, il n'y avait rien. C'est leur début d'acquisition à l'art contemporain. Mais ça coûte combien une œuvre conçue par Richard Orlinski? Si moi j'ai envie de m'offrir un petit Richard Orlinski, ça coûte combien? Alors ça, par contre, me offrir un petit Richard Orlinski, ça peut prêter à confusion. Hein. Je veux dire, moi, je t'aime beaucoup, je ne depuis pas longtemps, mais si tu veux, c'est un peu... Écoutez, ça fait un quart d'heure qu'on se connaît, je pense que voilà, on peut passer l'étape supérieure. Bon, allez, vas-y, next. Il y a tous les prix, c'est vrai, ça va de la 150 €, 160 Voilà, exactement. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment rendre l'art accessible. Donc j'ai créé pour ça, pendant le Covid, juste après le premier Covid, le Covid 1, grâce à une idée qui m'avait été soumise par ma collaboration que j'ai fait avec Disney. Avec Disney, j'avais réalisé le Mickey Sorcier. Il s'est arraché à des milliers et des milliers de pièces, sold out, les gens se battaient, se revendaient 3-4 fois le prix, etc. J'ai dit pourquoi je ne ferais pas ça avec mes sculptures. Donc j'ai essayé de faire un petit peu le même système et créer donc des petites sculptures qui sont donc des reproductions de grandes sculptures, mais qui sont de moindre valeur. Beaucoup moins cher. Oui, beaucoup moins cher. Des répliques, oui. Qui sont des répliques, oui, qui sont beaucoup moins chères. Et du coup, on peut trouver effectivement des œuvres très très accessibles avec des œuvres à plusieurs millions d'euros. Donc 15 millions, c'est le maximum, non? Oui, c'est le record. Ouais, c'est le record, Bah, le 15 millions, c'est parce que c'était la matière, c'était en or, c'est pour ça aussi que c'est un Kong en or? Non, c'était une pin-up qui sortait de la bouche d'un crocodile. Ah oui, c'est pointu ça. Ouais, mais d'où puisez-vous votre inspiration quand vous faites une pin-up qui sort de la bouche d'un crocodile à ce moment-là? Alors, pour être tout à fait honnête, le crocodile, c'est ma première œuvre d'art. Ah oui. Donc j'ai décliné autour du crocodile et je trouvais qu'il y avait un côté assez marrant parce que quand elle sortait de la bouche, tu sais pas si le crocodile il l'avale ou si elle sort de... Donc il y a une double interprétation. Il y a plusieurs lectures. Voilà, double ambiguïté. Et l'inspiration d'ailleurs de la pin-up, c'était Carla Bruni. Voilà. Ah, c'est Carla Bruni. Ouais, c'était l'inspiration de la... Elle le sait elle-même que... Aujourd'hui, oui, elle le sait. À l'époque, on voulait pas le dire, on avait peur parce que le président, c'était à l'époque du président, on voulait pas... Voilà, etc. Ah d'accord. Mais après, on aurait pu croire qu'il y a eu une aventure entre vous deux, quoi. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais qu'on sait pas, ça peut ne pas lui plaire, j'en sais rien, moi. Voilà, etc. Oui. Mais après, il l'a su parce qu'après, je l'ai rencontré et donc on a parlé et ça a fait beaucoup rire, tout va bien. Votre spécialité, c'est le Wai Kong, en fait, c'est ça. C'est vraiment. C'est à partir de ce moment-là où vous êtes devenu vraiment le. C'est ce qui est devenu le best-seller. Tout simplement parce que le Wai Kong, enfin le Kong, c'est un gorille au dos argenté, un silverback, qui est le King Kong. Voilà, qui est en fait. Ça, c'est très intéressant comme photo. Je dirais peut-être la suite parce que ça, c'est le Kong Gayette. En fait, on a redonné vie à une région qui a un peu été laissée pour compte, le bassin minier à Lens, et donc c'est la Gayette, donc c'est la mine de charbon. Et donc, du coup, on a fait un safari culturel incroyable qui a duré pendant des mois et les habitants de la région étaient vraiment super contents de cette expo. J'en suis très, très fier parce que j'aime bien exposer là où on ne m'attend pas. Ah ouais. Voilà. C'était un beau projet. Alors, qui dit success story dit aussi polémique. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier, pas plus tard qu'hier, Mediapart, qui publie les encombrants cadeaux du sculpteur des stars à Estrosi et Hidalgo. Vous envoyez, selon eux, des cadeaux à Anne Hidalgo, à Christian Estrosi, maire de Paris et de Nice, pour bénéficier d'expositions dans leurs villes respectives. Comment vous avez réagi à la sortie de ça Est-ce que vous y voyez un abus? Pour moi, c'est un non-événement. J'ai pas attendu d'exposer à Nice pour être connu. La dernière exposition à Nice a été faite, je crois, il y a même pas 6 mois. J'ai exposé à Miami, j'ai exposé dans toutes les plus grandes capitales du monde. J'ai fait des expositions incroyables, donc ça a aucun sujet. Concernant Estrosi, je suis copain avec Laura, son épouse depuis près de 20 ans. Donc tout ça, c'est les journalistes qui essayent de trouver des relations de cause à effet. J'ai exposé dans 20 villes de France et il n'y a jamais eu de... Enfin, voilà, rien d'illégal. Certains peuvent y voir du clientélisme. Non, mais d'abord l'exposition, c'est gratuit, je ne gagne pas d'argent pour une exposition parce que moi, mon but, c'est d'exposer à titre gratuit, que les gens puissent prendre des photos. Donc c'est vraiment d'aller... Mon idée, c'est de prendre le musée et d'aller le donner aux spectateurs. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on voit les photos, le nombre de photos qui sont prises, c'est des millions de photos, etc. Donc ça, c'est des non-sujets comme on dit, des gens qui aiment bien chercher des histoires et trouver où il n'y en a pas. Donc voilà. Bon. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez envoyé un Kong à la rédaction de Mediapart, floqué Mediapart, et ils vous l'ont renvoyé. Bah oui, non, mais ils n'ont pas accepté le cadeau. Non, mais c'était... Ça vous a pas étonné?
venant de la part des journalistes de Mediapart. Non, mais c'est très drôle, parce que le Kong, c'était un Kong avec marqué quand même floqué Mediapart dessus. Oui. Donc c'est l'idée pour leur montrer qu'un cadeau, en plus, ce sont des reproductions, comme beaucoup de cadeaux d'ailleurs qui sont faits aux villes. Je ne vais pas les offrir, moi-même, perdre des œuvres numérotées. Donc j'offre des œuvres non numérotées, donc ils n'ont pas de valeur marchande, enfin, invendable sur le marché, sans certificat. Bah, tu peux pas revendre. Ça a la valeur de la joie que tu as chez toi. Mais en tout cas, pour faire du commerce, tu ne peux pas le revendre, parce que tu peux, si tu trouves un client qui va te l'acheter. Mais en réalité, ça n'a pas de valeur, parce que ça ne peut pas se revendre. Donc déjà, c'est des œuvres qui n'ont pas de valeur. Et donc c'est ce que j'ai envoyé, donc du coup, effectivement à Mediapart. Et d'ailleurs, on a tout, et on a la réaction. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir, dans les bureaux, j'étais pas là, un des dirigeants qui est venu en personne, avec un huissier et le journaliste, etc. Bon. Enfin, c'est un non-événement, mais c'est pas la première fois qu'on essaye de trouver des... Vous savez, le problème, en France, le succès, on n'aime pas. On est différent, on casse les codes, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais j'ai beaucoup d'autres cordes à mon arc, donc je dérange énormément. Et donc, vous êtes DJ aussi, hein, je voulais en parler. Vous mêlez l'art à la musique, vous faites des shows, vous allez partir en Asie, aux États-Unis. Exactement. Bientôt. Ça ressemble à quoi, un show Orlinski? Alors, c'est un projet que j'adore, parce que j'arrive, moi, à mêler des mondes. Ce que j'aime, c'est faire des crossovers entre les mondes. Entre la musique, entre le sport, entre le journalisme, l'écriture, la politique. Ouais, j'aime bien mélanger tout le monde. Alors, et les gens, c'est très drôle parce qu'ils ne se mélangent pas. Ouais. Quand j'ai faisais des soirées, il y a déjà une quinzaine d'années, je réunissais tout ce monde-là. T'as des footballeurs. Et donc, les gens, c'est la première fois qu'ils se croisent ensemble, ils ont du cinéma. Ouais. Et donc, j'adore ces crossovers. D'ailleurs, si vous venez un jour dans mes bureaux, on peut y rencontrer Chris Brown, encore la semaine dernière, Mike Tyson, je sais pas, moi, Teddy Riner. Enfin, il y a vraiment un humoriste, un animateur de télé, Olivier Delacroix. Je sais pas, on peut y rencontrer vraiment des gens qui sont de tout horizon. Et ça dérange aussi. Qu'est-ce qu'il fait Orlinski? Pourquoi tous ces gens ils sont là? C'est quoi ce... Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment voilà, je pense qu'il y a une espèce de bouillon comme ça qui fait une espèce de melting pot de choses qui sont intéressantes. Et dans le spectacle, c'est un show, en fait, son et lumière, où il y a des écrans, parfois doubles, parfois simples, où tu vois les sculptures qui sortent de l'écran, et donc les gens ils sont comme ça à filmer, parce que on peut regarder, si tu vas sur mon Insta, tu regardes dans les Reels, tu vois quelques extraits, et encore c'était le début ça, et là on a amélioré encore le show, on a beaucoup investi sur ce show, et vraiment c'est une vraie expérience, en fait c'est une expérience immersive, et donc tu vas et tu regardes un show, et l'avantage que j'ai par rapport à un autre DJ, c'est que il y a une vraie histoire, et puis moi il y a du fond, parce que j'ai mes personnages et mes persos. Donc tu as la création de l'œuvre d'art, la création du Kong, comment il se défend, comment l'homme qui est moi a donné vie. Donc tu suis une espèce de... Il y a des musiques qui accompagnent, et tu suis en fait une histoire, comme si tu étais assis à regarder un cinéma. Et c'est vraiment, je pense, la nouvelle mouvance, les gens de plus en plus veulent vivre des expériences. C'est pas que la musique. Et voilà. Merci Richard Orlinski. Je rappelle que l'on vous retrouve dans le documentaire Première fois au musée. Ça, ce sera sur TV5 Monde le 27 mars. Il y aura aussi Sur les murs. On n'a pas eu le temps d'y revenir parce que le temps a déjà affilé. Sur les murs, 3e saison. Qu'on peut revoir sur TV5 Monde. Et même l'autre, une première fois au musée, aussi on peut le revoir en replay sur TV5 Monde. Et là on est consacré au street art. Vous faites découvrir des artistes des artistes émergents qui ont beaucoup souffert pendant le Covid, et je suis très content de leur rendre ce petit coup de pouce. Voilà, et on en parle. Et puis bien sûr, on vous retrouve dans le monde entier et dans toutes vos expositions. Bien sûr, merci Damien. Avec plaisir, Sarah. Et on se retrouve demain avec un nouveau Buzz TV. Très bonne soirée et à demain.